Myriam Leroy, bonjour. Bonjour. On est ravis de passer du temps avec toi. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui. Ariane, c'est un roman où ta narratrice raconte son amitié qu'il a eue à 12 ans avec une autre adolescence, une amitié toxique, une amitié qui marque au fer rouge, une amitié entre vie et mort. Est-ce que c'est si acide d'avoir 13 ans? Je pense que ça l'est beaucoup plus qu'on le croit, ouais. Et en particulier quand on est une fille. Oui. Parce qu'on présente toujours les personnages féminins, adolescents dans la fiction comme étant des espèces de sylphides, libellules, éthérées, magnifiques, mystérieuses, préservées de tout, qui ont été élevées dans l'ouate. Et en tout cas, ça ne correspond pas du tout à ce que moi j'ai vécu pendant mon adolescence. Ça ne correspond pas aux histoires que j'ai entendues de mes copines. Ça peut être d'une grande violence parce qu'en plus, les jeunes filles sont encore des enfants et puis la société les sexualise très tôt et les met en contact avec énormément d'injonctions, parfois contradictoires. Les normes sociales imposées aux jeunes filles sont, je trouve, très difficiles. J'espère qu'elles le sont de moins en moins, mais je ne sais pas, puisque j'ai la chance de ne pas côtoyer des adolescents d'aujourd'hui, comme je n'ai pas d'enfants. Mais oui, en fait, ça peut être très acide, l'adolescence, et au féminin encore plus, je crois. D'où l'envie de camper deux personnages féminins aussi forts, aussi puissants. Oui, c'était ma profession de foi féministe dans ce bouquin. Alors, je déteste les trucs à message, dans la fiction en tout cas. Okay. Dans un essai, clairement, c'est par essence, par principe, tu dois transmettre un message. Mais dans la fiction, je trouve ça très saoulant, c'est très donneur de leçons, quoi, les messages. Donc, ce n'est pas un livre à message, et certains le trouveront probablement tout à fait immoral. Par contre, ma démarche n'est pas immorale, je la trouve très morale en fait, parce que c'est ça, elle sert à camper et à montrer des personnages féminins qui ne sont pas fantasmés par un œil masculin. C'est des personnages féminins réels qui existent, et pour les faire exister, je passe aussi beaucoup par le corps et toutes les émanations du corps, quoi. Et tous ces miasmes, c'est des gamines qui suent, qui puent parfois. Et c'est fait exprès, quoi. C'est pour les incarner dans leur corps aussi. Dans le corps et dans le verbe, parce que le langage est très cru, des invectives, beaucoup d'insultes. Ça aussi, c'était pour renforcer cette dynamique du corps. C'était aussi pour montrer que les filles n'étaient pas que la vulgarité n'était pas réservée aux garçons, en fait, ce qu'on a tendance à oublier. Parce que moi, pendant mon adolescence, on s'insultait beaucoup, quoi. Et encore aujourd'hui, avec mes copines, on se dit ça va salope, et toi catin, je t'encule bitch. et alors, il y a des filles plus âgées ou plus jeunes qui me disent mais non, nous pas du tout, pendant notre adolescence, on s'insultait pas. Et j'ai lu un papier du Monde récemment qui disait qu'il y avait effectivement eu une génération qui s'est beaucoup insultée parce que c'était une manière de conquérir un vocabulaire qui était jusqu'à un certain moment considéré comme réservé aux mecs. Et que c'était une manière, une façon de s'affirmer, une sorte de conquête féministe aussi, même si c'était pour se traiter de pute et de salope toute la journée. Tu dis dans le roman que ça a été un travail exploratoire, de l'ordre de la purgation, voire de la libération. De quoi tu t'es libérée grâce à cette Ariane? Moi, personnellement, de rien du tout. À dessein sur cette confusion. Mais la voix qui s'exprime dans le roman, c'est pas la voix de l'auteur, c'est la voix du personnage. Même si je ne nie pas que le personnage est en partie tiré de moi. Ça reste toujours un roman, quoi. Et je revendique un travail d'invention et d'imagination là-dessus. Alors moi, personnellement, je ne me suis libérée de rien. Et c'est tant mieux, je crois, parce que j'ai longtemps essayé d'écrire des romans sur des trucs qui me bouleversaient, qui me chagrinaient, qui me mettaient en colère, qui étaient très chauds pour moi et très tendus. Et c'était très mauvais. C'était très très mauvais. C'était vraiment de la littérature de purgation, quoi. Et de la littérature thérapie. Non, en fait, c'était de la thérapie, c'était pas de la littérature. En tout cas, moi, je peux pas écrire sur des trucs trop chauds. Sinon, c'est pas juste. Sinon, ça sonne pas juste. Donc, je suis obligée de me mettre dans la peau d'un personnage et de faire vivre des choses peut-être que j'ai vécues à ces personnages pour que ce soit juste. Moi, j'ai rencontré une fille quand j'avais 12 ans. Ça a été ma meilleure amie de mes 12 à mes 14 ans. Et puis, on s'est disputé. En gros, c'est ça. Et cette dispute, quelque chose qui m'a longtemps poursuivie
vraiment des années plus tard, parce que c'était une amitié tellement fusionnelle que ça pouvait s'apparenter à de l'amour. De l'amour sans sexualité, mais quand même quelque chose où c'était mon unique, c'était mon alpha, mon oméga, mon unique horizon, c'était cette fille-là. La manière dont on peut être blessé par un premier amour, par une première rupture en fait, qu'elle soit d'amitié ou d'amour, parce que voilà, ça se confond vraiment à cet âge-là. Ça m'intéressait d'aller creuser ça, quoi, d'aller montrer que des choses qui peuvent paraître anodines aux adultes et dont ils peuvent même se moquer, quoi. Oh là là, ton petit chagrin d'amour, ta petite copine qui veut plus te parler, mais ça peut être terrible et ça peut conditionner toutes les relations à venir ensuite. Il y a un bouquin que j'ai lu récemment, Les Furies de Lauren Groff, qui est super d'ailleurs, que je vous conseille, qui le dit beaucoup mieux que moi et je me souviens pas de la phrase exact, mais que les blessures du passé sont comme des taches sur un ballon de baudruche et qu'au fur et à mesure où on avance dans la vie, on gonfle ce ballon, mais les taches gonflent aussi, quoi. Enfin, elles s'étendent aussi, et que les douleurs sont coniques, en fait. Et que plus elles remontent de loin, plus elles sont larges. Et je le crois, vraiment. Et je n'invente pas quelque chose de fondamental en disant ça, hein, mais effectivement, on ne guérit jamais de son enfance et on ne guérit pas non plus de son adolescence, et pourtant on passe toute sa vie à essayer de le faire. Est-ce qu'on peut considérer Ariane comme un roman d'apprentissage ? Ouais, d'apprentissage, d'initiation et d'apprentissage de deux choses essentiellement, c'est de la séduction et de la cruauté. Et pour moi, c'est pas la même chose, mais ça participe de la même idée, c'est-à-dire que à un moment donné, quand on est adolescent, on quitte l'espèce de masse indifférenciée des enfants et on se rend compte qu'on peut agir sur notre environnement, sur les autres. Et qu'on peut avoir de l'effet, quoi, sur les gens, qu'on existe. Et comment exister souvent, ça passe par ça passe par la séduction et la cruauté. Puis on exagère souvent. Moi, j'ai une adolescence souvent merdique. Mais je crois que une adolescence merdique. Je crois que j'ai eu besoin d'être merdique adolescente pour pouvoir être un être humain plus ou moins fréquentable aujourd'hui. Merdique dans ces tests. Ouais, dans des tests et à pratiquer beaucoup l'ironie brutale et à être assez brutale aussi avec mes congénères, pas dans la toute jeune adolescence, mais un peu plus tard, quoi. Quand ça a été possible pour moi de le faire, je l'ai fait. J'ai pas mal emmerdé les autres. Bien sûr, je le regrette. Mais je crois qu'à un moment donné, tu sens que tu as un truc dans les mains et que tu as un pouvoir, tu as une puissance. Et pour voir jusqu'où tu peux aller, tu la testes, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, la cruauté, elle peut aussi s'exprimer de manière différente. Je ne sais pas si elle est pire, mais les réseaux sociaux permettent un harcèlement ciblé qui n'était pas possible dans les années 90. Par contre, dans les années 90, l'absence des réseaux sociaux induisait une forme de solitude beaucoup plus grande, je crois, en fait. Que quand tu vivais, quand tu étais déprimé, quand tu te sentais très seul, tu avais l'impression que ton monde s'arrêtait aux frontières de ton expérience visible et de ton expérience sensible. Et donc tu disais, toute ma vie, je vais être coincée dans cette famille, dans cette ville, dans cette école, avec ces gens. Et que les réseaux sociaux ont permis de montrer qu'il y avait des gens qui parfois vivaient les mêmes trucs que toi, se sentaient aussi seuls que toi. Alors moi, personnellement, ça m'a fait du bien, quoi. Notamment pour tout ce qui est pensée féministe et tentative de compréhension du monde. Ouais. Tu évoques la notion de classe, de petit milieu, de milieu étriqué dans cette ville de Nivelles. Plus tu montes dans l'échelle sociale et plus il y a des codes et plus ça se voit si tu les maîtrises pas et plus quelque part ça t'ostracise, quoi. Donc bien sûr je suis pas pour un cloisonnement et je voudrais que les choses soient beaucoup plus poreuses et je pense qu'elles le sont de plus en plus, mais il y a quand même, c'est pas si simple, il y a quand même une difficulté de migrer d'une classe sociale à l'autre et on nous vend un espèce de rêve américain social où on pourrait, à la force du poignet, se faire adopter par tous les milieux et je suis pas d'accord avec ça. Donc c'était aussi une manière en écrivant ce bouquin, de montrer que c'était pas si facile et que c'était du storytelling beaucoup. Et qu'à la fin de la journée, on se sent quand même plouc. Tout à fait. Ce mot de plouc. Et je pense que quand on est né plouc, on le reste malheureusement. Ou heureusement, je sais pas, parce que ça peut être un moteur jusqu'à la fin.
Est-ce que tu es devenue quelque part persona non grata à Nivelles parce que tu en dépeins quand même un portrait assez trash. Mais je suis désolée d'ailleurs, je voudrais m'adresser aux Nivellois et leur dire que oui, excusez-moi. En fait, c'est parfaitement gratuit en plus parce que je connais pas Nivelles, vraiment. C'est vrai. Mais oui, je connais pas du tout. J'y suis allée 2 fois. Bon, je crois qu'il y a des gens qui sont heurtés. Et d'autres qui disent « Ah, c'est tout à fait ça », ou d'autres qui s'en foutent totalement. Enfin, ça dépend de l'attachement de chacun et du chauvinisme de chacun. Moi, je suis pas du tout chauvine par rapport à rien. Tu peux dire que la Belgique, c'est un pays de merde. Je te dirais « Bon, si tu le dis. » que ma ville est moche, que ma baraque est moche, que ma chambre est laide, que mes vêtements sont dégueulasses, ça me fait rien. Donc, c'est vrai que j'étais un peu surprise de constater que ça pouvait chagriner certains lecteurs. Merci beaucoup, Myriam Leroy. Mais avec grand plaisir.